Braves gens, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques histoires. Ce soir, dans Horrifiques histoires, je vais vous lire Howard, une nouvelle de l'autrice Kitty Touche. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis un effet sur le nom de l'autrice, mais voilà. Braves gens, bonne écoute. La vieille Ford avançait lentement. Cela n'était pas pour déplaire à William. Il avait le temps d'admirer le paysage. À leur droite, du côté de son siège, s'étendait un verger que l'hiver avait dénudé. Les pommiers tordaient leurs branches sombres. On aurait dit des pattes cadavériques qui sortaient de terre. William leur trouva pourtant une certaine beauté. C'était sans doute le syndrome du touriste, toujours prompt à plus de poésie quand il fuyait le tumulte de la vraie vie. Encore une minute, et la petite route vira à gauche. Elle s'engagea sur une montée sinueuse. Devant lui, au sommet d'un pic couvert de bruyères, William aperçut enfin le manoir. Il avait pu voir des clichés auparavant, mais le tableau réel n'était en rien comparable. La bâtisse se dressait telle une strige vigilante. Ses pierres blanchies lui donnaient fière allure. Sa fameuse tour surplombait la falaise, comme prête à se jeter dans la mer. Des bas-reliefs bordaient les fenêtres à croisillons et les créneaux. Plus il s'approchait, plus l'ébahissement saisissait William. « Seigneur, croyez-vous qu'un homme ait pu créer ça ? Ce n'est pas de la pierre, c'est de la dentelle. » Le conducteur de taxi fronça le nez. Lui fixait toujours résolument la route. « Je n'en sais trop rien, sœur. Ce château-là était bien avant que mon grand-père ne naisse et que son grand-père ne naisse. À force, voyez, il fait partie du paysage. Mais c'est vrai, il a été rénové. Et bien. Madame Clogwin est formidable, renchérit William. Le conducteur lui jeta un œil de sous son béret. « Vous êtes amoureux, ma parole ?» plaisanta-t-il rudement. Le jeune homme lui rendit bêtement son regard, désarçonné par une question si brutale. Il s'éclaircit la gorge pour reprendre contenance. « Je respecte infiniment cette personne, » dit-il avec prudence. « Et j'ai hâte de la rencontrer. Cet endroit est fabuleux. La mer a une couleur... » « Oh, elle change toutes les heures. » « La mer, pas Madame Clogwin. » « Vous allez vous éclater avec vos appareils. » William n'en pensait pas moins. Avec ça, le grand prix de la côte Est était à lui.
Même les photographes professionnels ne trouveraient pas un aussi bel angle de vue que le sien. Il avait traversé l'Atlantique. Des endroits comme ceux-ci n'existaient pas dans le Massachusetts. La vieille Ford se gara sur le parking bordé de noisetiers. William ôta sa ceinture avec maladresse et bondit presque de son siège, tant son impatience était grande. Le conducteur l'aida poliment à sortir ses affaires du coffre. Une valise de taille modeste et surtout un sac en cuir dont le seul contenu représentait toute la fortune du voyageur. L'homme au béret, pourtant bien bâti, éprouva des difficultés à enfiler le sac sur son épaule. Son contenu pesait très lourd. Un troisième fardeau, un trépied métallique ajustable, complétait la panoplie. « Bon sang, qu'est-ce que vous avez besoin de ça ?» grogna le conducteur en empoignant l'instrument. « Vous poseriez votre truc sur une table, ce serait aussi bien. » William réagit avec philosophie. À force, il s'était habitué aux incompréhensions. Il s'en amusait même. « Sœur, il y a malheureusement des moments où aucune table ne se trouve à proximité. » Le conducteur ne broncha pas. Sa remarque relevait plus de la taquinerie qu'autre chose. Ce garçon avait bien payé sa course. Pas de quoi se plaindre. Ils remontèrent une allée gravillonnée, à l'ombre de chênes titanesques. Un porche de bois sculpté ornait la façade, un canapé suspendu et une petite table laissaient deviner d'agréables soirées d'été. Des lampions se balançaient, accrochés aux fines arcades. Ils gravirent 5 marches et l'imposante porte d'entrée leur fit à leur face. Une première curiosité les attendait, première d'une très longue série, comme William s'en rendit compte plus tard. Un antique carillon flottait sous le perron. Des figurines accrochées à leurs fils tournaient lentement. C'était un mélange intrigant, avec un flamant rose, un palmier et un cabriolet rose bonbon. Tout cela s'accompagnait de grelots un peu rouillés. J'avais ce carillon dans ma chambre, autrefois. Les deux hommes se retournèrent. La porte s'était ouverte sans bruit. Appuyée contre l'encadrement, la maîtresse des lieux venait de leur parler. Armelle Clogwin ne répondait pas au canon traditionnel de la beauté. Son charme à elle était singulier. Elle avait une silhouette carrée, malgré sa petite taille. Des taches de rousseur piquetaient ses pommettes hautes. Ses mains jointes paraissaient diaphanes sur sa robe noire, austère. Une coiffe partait de son col montant pour lui couvrir tempes et cheveux. Un sourire élargissait encore sa mâchoire volontaire. Je m'acharnais à faire entrer le flamand dans le cabriolet, reprit-elle. Je voulais donner un minimum de cohérence à l'ensemble. Allons, entrez donc. Je vous offre un café, Robert ? Le conducteur refusa en secouant la tête. Devant la châtelaine, il avait presque l'air timide. « C'est gentil, madame, » bredouilla-t-il. « Mais j'ai encore des courses à faire. L'heure est bonne. » « Une prochaine fois, peut-être. »« Ce sera avec plaisir. » Il la salua en ôtant son béret, et après avoir transmis tous ses bagages à William, disparut sans demander son reste. Le jeune homme n'eut pas le temps de s'étonner de cet empressement. Déjà, Madame Clogwin avait reporté son attention sur lui. Elle avait un regard doux, d'un vert éthéré.
Je suis heureuse de vous rencontrer enfin, William. Bienvenue au manoir Clogwyn. Vous allez vous plaire ici. » Il s'approcha, réprimant mal son enthousiasme. Ils entrèrent ensemble dans la demeure. La porte se referma derrière William. Sa retraite artistique commençait. William et son hôtesse s'entendirent vite, et avec une aisance rare. Ils adoptèrent naturellement un schéma de journée type. Au petit matin, Madame Clogwyn préparait un bon petit déjeuner, de quoi tenir de longues heures. William partait alors travailler avec un pique-nique frais dans son sac de cuir. Dès le premier jour, il comprit que sa correspondance avec Madame Clogwyn avait été une chance insolente. Elle lui avait permis de résider dans ce lieu unique. Le manoir méritait un album à lui seul, mais le plus précieux était bien sûr la côte. La demeure se dressait sur un cap. De part et d'autre de cette flèche de terre, des falaises monumentales se déployaient en croissant. Leurs parois de granit rose, tantôt déchiquetées par de récents éboulements, tantôt polies comme les dalles d'un palais, affrontaient les flots obstinés. Comme l'avait dit Robert, la mer changeait toutes les heures, et les falaises avec elle. William passait des heures à contempler les 1000 facettes de ces énormes joyaux. Il prenait plus de photographies que ses pellicules ne pouvaient en contenir. Si bien qu'il dut se rendre à l'évidence. En milieu de ses jours, il allait devoir se ravitailler au magasin général du village voisin. Cela ne freina pas son ardeur. Il n'en fut que plus généreux avec ses prises de vue. Le soir, quand il rentrait, le dîner était prêt. William s'étonnait sans cesse de la facilité apparente avec laquelle Madame Clogwyn exécutait des plats complexes. Jamais elle ne montrait que ses services rendus pesaient, parce que ce n'était probablement pas le cas. Aider paraissait être un plaisir pour cette femme. Après le repas, le duo avait pour habitude de se retrouver dans la chambre de William. C'était une vaste chambre d'amis décorée dans un style particulier. Des statuettes figuraient des divinités aux bras multiples, munies d'arcs et de fleurs. Les tables de chevet étaient portées par des éléphants d'ébène qui eux-mêmes se tenaient sur des tortues. De somptueuses tapisseries dépeignaient les scènes d'une mythologie méconnue. Un paravent marquait la séparation avec un petit salon. De là s'étendait sans doute la plus belle vue de la région. Car la pièce se trouvait en haut de la tour. Le duo s'installait dans des fauteuils. Un service à thé posé sur la table basse. Madame Clogwyn brodait, William prévoyait son expédition du lendemain. Elle lui demandait comment vivait l'Amérique. Lui se renseignait sur les mœurs du vieux continent. Et ainsi passait leur journée.
Ce fut durant une de ces soirées paisibles qu'ils virent une tempête. Il était très rare de voir une tempête dans son ensemble. Mais ce fut le cas lorsque le bruit du tonnerre leur fit lever la tête. Derrière les majestueuses baies vitrées s'étendaient les croissants de granit. Et très loin de là, sur le ciel clair, tournoyait une bête noire hérissée de nuages menaçants. « Elle va partir à droite », commenta simplement la maîtresse des lieux. « À quoi le voyez-vous » interrogea William, curieux. Madame baissa à nouveau les yeux vers son ouvrage. Les tempêtes s'approchent des côtes avant d'être rejetées au large. C'est la falaise. Elle inspire, puis expire. William lui jeta un œil perplexe. Elle inspire et expire, répéta-t-il, comme tout ce qui existe. Sentant que son pensionnaire n'était pas convaincu, elle esquissa un sourire. Connaissez-vous la théorie sur l'univers ? Dit-elle. Laquelle ? L'une d'elles. Notre univers est en expansion en ce moment, et donc tous les corps qui s'y trouvent s'éloignent les uns des autres. William fronça les sourcils. Il ne comprit pas mieux quand Madame Clogwyn lui montra un des muffins qu'elle avait fait pour accompagner leur thé du soir. « Regardez ce gâteau. Quand j'ai versé la pâte dans le moule, j'ai mis les myrtilles pour qu'elles soient à peu près bien réparties. Et puis, j'ai enfourné le tout. La pâte a gonflé et sorti du moule. Donc, mécaniquement, les myrtilles se sont éloignées les unes des autres. Elles sont toujours bien réparties, mais sur un espace plus grand. Le gâteau, c'est notre univers. Les myrtilles, c'est tout le reste. Les étoiles, les trous noirs, les planètes. Je vois, dit enfin William. Mais quel rapport avec la falaise ? La châtelaine reprit son travail d'aiguille. La théorie dit que l'univers est en expansion depuis sa naissance, le Big Bang. Mais la théorie dit aussi que l'univers ne pourra pas gonfler indéfiniment. Un jour, l'univers entamera le processus inverse. Il se rétractera jusqu'à produire un nouveau Big Bang et ainsi de suite. C'est une respiration. Une respiration qui s'étale sur des milliards d'années. Notre univers est en train d'inspirer. Et la falaise aussi. Donc, pour vous, l'univers est vivant. Il prit une gorgée de son thé, dubitatif. La falaise est vivante. Madame Clogwyn releva les yeux vers lui. Elle les avait si clairs qu'ils ressemblaient à deux miroirs. Ils reflétaient un monde laiteux et embrumé. Mon mari regardait la falaise tous les matins. William reposa lentement sa tasse. Madame parlait très peu de feu son mari. Il se tut, respectueusement, la laissant continuer. C'était un si bel homme, mon Howard. Je viens d'une famille ducale. Ma mère me disait sans cesse « Pourquoi épouserais-tu un baron ?» Mais parce qu'à mes yeux, c'était un roi. Une nouvelle lueur éclaira le doux regard de Madame Clogwyn. William la vit amoureuse.
Il avait beaucoup voyagé. Il avait bravé les montagnes du pôle Nord. Il en avait même découvertes quelques-unes. Il avait gravi en premier les marches de pyramides millénaires dans des jungles qui avaient depuis longtemps oublié l'homme. Je l'ai rencontré en Égypte. Moi et des jeunes gens de son âge, nous faisions une croisière sur le Nil. Lui, il explorait des tombeaux souterrains. Un homme nerveux, toujours en mouvement, un peu égaré. Il était vêtu comme un homme civilisé, mais il avait l'âme d'un sauvage. Vous voyez cette chambre ? Nous l'avions décorée avec les souvenirs de notre voyage de noces. C'était en Inde. Les plus belles semaines de ma vie. Même s'il est tombé malade là-bas. Malade ? Il faisait des crises musculaires, murmura-t-elle avec une profonde tristesse. Il parlait tout seul, une langue inconnue. Ces crises ont continué après notre retour. Le carillon à l'entrée, c'est lui qui l'a accroché là. Je n'ai jamais compris pourquoi. Il me répétait que c'était pour me protéger. Elle caressait du pouce son ouvrage en point de croix, la mine absente. Sans nul doute, elle revoyait cette scène. William s'imaginait mal la détresse qu'avait dû éprouver cette femme droite quand elle avait vu un homme aussi brillant, son homme, sombrer dans la déraison. Un gourou de Rishikesh pensait qu'il était possédé par quelque chose d'ancien qui dépassait l'humain. Moi, je pense juste qu'il a découvert quelque chose là-bas et qu'il a... Elle secoua la tête, ne terminant pas sa phrase. J'ai préféré ne pas y prêter attention. On s'est mariés très vite. Peut-être l'aurais-je regretté, mais je n'en ai pas eu le temps. Un matin, un ouragan a fondu sur le manoir et il était dehors. J'étais assise ici même. Je l'ai vu tomber. J'ai crié à m'en rompre la voix. Le vent faisait tellement de bruit que je ne me suis pas entendu. Derrière les baies, la tempête se déportait effectivement sur sa droite. Sa trajectoire, aussi tristement prévisible que celle du récit de la châtelaine. La falaise l'a emporté, fit Armel Clogwyn d'une voix grave. La falaise a emporté mon Howard. Vous voulez dire la mer ? Souffla William. Une tristesse profonde affaissa le visage carré de la veuve. Mais il y avait quelque chose derrière cette tristesse. Un sentiment que le jeune photographe ne sut définir, mais qui étonnamment l'effraya. Oh non, William. Je veux bien dire la falaise. Voyez, mon Howard n'a jamais touché l'eau. Une nuit, un son confus flatta les oreilles de William. Il ne se réveilla pas tout à fait et finit par retrouver le sommeil. Mais au plus profond de son être, dans les contrées du rêve, résonna longuement l'écho d'une symphonie primaire, celle d'un carillon dans le vent. Le lendemain, pour le dîner, Madame Clogwyn se surpassa.
Elle servit à son pensionnaire un plat gargantuesque. Le bœuf parfumé fondait en bouche. William accueillit les premières bouchées comme une révélation. Son hôtesse le vit. Assise face à lui à la grande table, elle s'était servi une part bien plus modeste. La serviette blanche qu'elle avait soigneusement mise à son col tranchait avec sa robe de veuve. « Cela vous plaît ?» remarqua-t-elle. « J'en suis ravie. J'ai sorti les légumes du garde-manger, je les avais ramassés dans le potager d'en bas. »« Madame, c'est délicieux. Mais il ne fallait pas vous donner tout ce mal. Vous aimez, c'est l'important. Alors, votre journée ?» « Fructueuse, » répondit-il en s'efforçant de ne pas avoir la bouche trop pleine. « J'ai fait quelques prises depuis le plateau du Cléache. Je n'en suis pas peu fier. »« Vous êtes allé si loin ? C'est impressionnant. Vous savez, un bon rythme de marche et une musique agréable dans la tête, ça peut emmener très loin. Et puis, vos sandwichs m'ont bien requinqué à midi. Heureuse de l'apprendre. Alors, vous chantez en marchant ? Oh non, je me remémore une mélodie, c'est tout. À ce propos, j'en ai entendu une cette nuit. Le carillon à l'entrée. La main pâle de Madame Clogwin s'arrêta à mi-chemin de la corbeille à pain. Le carillon à l'entrée ne sonne plus depuis longtemps. Il est trop rouillé. Son regard vert se fit si pénétrant que William sentit le sang lui monter aux tempes. Il eut la vague impression d'avoir dit une bêtise, mais il ignorait encore laquelle. « Vous avez sans doute raison, » reprit-il en s'éclaircissant la gorge. « J'ai dû me l'imaginer. »« C'est probablement le vent, » dit doucement Madame Clogwin. « Parfois, en jouant dans les créneaux, il produit des sons, de vraies harmonies. On s'y tromperait. » Le moment de gêne était passé. William saisit de bonne grâce la perche tendue par sa logeuse. « Ça doit être ça, » fit-il soulagé. « Le vent est spécial ici. » La châtelaine esquissa un sourire compréhensif. « Le vent est comme tout ce qui est. Il vit, il respire. Il s'est toujours senti plus libre sur ce domaine. Une histoire familiale, sans doute. » Elle se tamponna délicatement les lèvres du coin de sa serviette, puis la retira avant d'aller faire le thé. Tout en finissant son assiette, William essayait de digérer l'explication que Madame venait de lui donner. Il la jugea bien vite insuffisante. Le son d'un carillon était reconnaissable entre mille. William se souvenait de son chant aux 1000 nuances, fluide comme une pluie de cristal. Et il n'était pas fou. La falaise avait un œil. William le remarqua le lendemain de son étrange conversation avec sa logeuse.
Il avait pris son petit déjeuner plus tôt pour pouvoir assister au lever du soleil. Cela manquait à sa galerie. Il trouvait l'idée un peu convenue, mais sur ces falaises, le plus banal devenait exceptionnel. Aussi, ce fut avec un certain enthousiasme qu'il partit à l'aube, le repas du midi dans son sac. Madame Clogwin faisait les meilleurs sandwichs qu'il eût jamais goûtés. Il quitta le domaine et longea la côte, voulant se rapprocher du cap voisin. C'était un endroit sauvage où régnait la lande et qui terminait joliment un premier croissant de granit rose. Derrière lui, une nouvelle ellipse minérale débutait. Quand il se représentait ce paysage en pensée, William imaginait la côte comme la trace d'une morsure géante. Chaque falaise marquait l'empreinte bombée d'une dent. Après 20 minutes de marche rapide, il trouva un point de vue idéal. Assez loin du cap pour le cadrer, assez près pour en saisir des détails. Il plaça son trépied avec soin, l'ajusta à la bonne hauteur et y fixa un de ses appareils. Il termina ses préparatifs juste à temps. Un trait d'un rose phénoménal stria l'horizon. Et l'astre du jour, semblable à un fruit divin, bondit hors de l'océan. Mais William ne le vit pas tout de suite. Il ne put que le deviner. Le cap le cachait. Il fallut que le soleil se lève assez haut pour atteindre un trou dans la roche que le photographe n'avait pas remarqué auparavant. Il irradia à travers cette ouverture tel un iris flamboyant. Le cap devint une gueule reptilienne au nez déchiqueté. Et cette gueule monstrueuse fixait William de son œil d'or. Le jeune homme ne céda pas à la stupeur. Il pressa le déclencheur plusieurs fois pour être sûr de ne rien rater. Il était certain que jamais nul cliché ne rendrait justice à pareil spectacle. Mais s'il pouvait en capturer une infime partie, un atome, à la lumière triomphale du soleil, le granit rose des falaises ressemblait à de la chair. La chambre de William bénéficiait d'une penderie privative. Il l'avait aménagée en laboratoire de développement. Il s'y précipita juste après le dîner du retour, hanté par le phénomène dont il avait été témoin au matin. Il voulait en donner un aperçu à Madame Clogwin. « Vous avez peur que je doute de votre parole ?» lui demanda-t-elle lors de leur thé du soir. « Oh non, mais j'aimerais que vous voyiez vraiment ce dont je parle. »
J'en ai une idée. Promettez-moi juste de m'envoyer le cliché avec lequel vous aurez gagné ce concours. » Elle lui sourit. Un sourire naquit sur les lèvres du photographe, et il se sentit un peu idiot. Évidemment qu'elle en avait une idée. Elle avait l'occasion de contempler l'œil du Cap tous les jours depuis sa naissance. Une fois le thé pris, Madame redescendit avec le plateau. Il était déjà tard. William résolut de vérifier où en étaient ses photographies. Mais, comme il s'y attendait, les images furent décevantes. Si décevantes qu'il renonça finalement à les montrer à la châtelaine. Il ne pourrait rien en faire pour le concours non plus. De dépit, il les laissa sur leur fil et, après une toilette rapide, résolut de lire un peu avant de dormir. Il parcourut la bibliothèque d'un doigt hésitant. Madame Clogwin lui avait permis de prendre ce qu'il voulait. Il y avait là des classiques, de Shelley à Dumas, mais il s'agissait pour la plupart de versions françaises, langue qu'il lisait fort mal. En anglais, il ne trouva qu'un atlas et un recueil d'anciennes cartes marines. Il allait s'en contenter, mais lorsqu'il voulut prendre l'opus, la tranche se cogna contre le fond de l'étagère. Celui-ci sonnait creux. William fronça les sourcils. D'un geste lent, il testa le panneau de bois et finit par trouver une rainure. Il y enfonça les ongles et tira. Le faux fond coulissa et dévoila une niche de la taille de l'étagère. Il y avait là de tout autres livres. C'était une succession de petits journaux reliés à la main. La curiosité fut trop forte. William en prit un. Il caressa d'une main la couverture de cuir, puis dénoua la cordelette qui fermait le livre. S'ouvrirent devant lui des pages noircies de textes manuscrits. La calligraphie, d'une richesse byzantine, se lisait malgré tout facilement. Le photographe ne put s'empêcher de la parcourir. Il entendit à peine le léger grincement du sommier quand il se rassit sur son lit. Rishikesh, État de l'Uttarakhand, Inde, 14 juin 1937. Les inondations ont été catastrophiques dans la région cette année. Je voulais échapper à la misère spirituelle du vieux continent, j'ai trouvé la misère physique ici. J'avais peur qu'Armel soit ébranlée. Ce n'est pas un endroit pour une lune de miel, mais elle s'est bien intégrée. Cette femme me surprend chaque jour. Demain, je rencontre enfin celui pour lequel je suis venu. Je vais savoir si mes recherches sont allées dans le bon sens. William s'installa plus confortablement, se cala contre ses oreillers. Il régla sa petite lampe de chevet. Une lumière mordorée tomba sur le journal. Rishikesh, État de l'Uttarakhand, Inde, 16 juin 1937. J'ai enfin rencontré le vieux Sai. J'ai eu du retard. L'homme vit dans un hameau sans nom, à quelques miles de la ville. Mais ces quelques miles sont devenus des années-lumière après la mousson. La carriole qui m'a emmené s'est embourbée 2 fois. Mais
Peu importe. Le résultat a dépassé toutes mes espérances. J'ai la pierre. Elle est magnifique, elle ressemble à une bille en or. Sai m'a assuré qu'elle venait du plateau de Leng. Je veux bien le croire. Il se dégage de cet objet une force irrésistible. On dirait un œil. Je vais commencer à l'étudier dès ce soir. Armelle semble aussi heureuse que moi. Aurais-je réellement trouvé la meilleure des femmes ? Mon père me disait que je m'ennuierais avec une Clogwyn. Ces ducs passent leur vie dans leur manoir, génération après génération. Ils sont aussi stables que les pierres de leur domaine. Jamais je n'ai été si heureux d'avoir suivi mon instinct. Elle est mon roc. William fronça les sourcils en entamant la page suivante. L'auteur semblait avoir changé d'encre. La date l'interpella. Le journal avait marqué une pause de 6 ans. Manoir Clogwyn, 20 décembre 1943. Le monde est dans un train qui déraille. Et ils disent que c'est moi le fou. Au diable la guerre. Je suis sur le point d'aboutir. Ça m'aura pris des années. J'ai tout répertorié à côté. Se référer au journal numéro 4. Ils peuvent tout brûler, raser toute vie de la carte. La vraie vie n'est pas là. Elle nous contemple depuis un monde qui nous dépasse. Les crampes sont un effet secondaire regrettable. À moins que ça ne vienne d'ailleurs. Je me sens de plus en plus raide. Et Armelle tourne autour de moi comme une mouette autour d'une falaise. Elle ne me soutient plus comme avant. J'ai même peur qu'elle ne veuille m'arrêter. Manoir Clogwyn, 6 janvier 1946. Armelle m'inquiète. Les raideurs augmentent, les difficultés respiratoires aussi. J'ai encore fait un malaise ce matin. Et que fait-elle ? Elle me fait boire du café, du chocolat, du thé. Je ne fais que boire avec elle. Oh, elle cuisine toujours aussi bien, mais je ne prends plus qu'une bouchée. Je prétexte des remontées d'humeur. Tant pis si je maigris. Au moins, je saurai. Si ça vient de la pierre ou d'elle. Je me promène tous les jours sur la côte. À défaut du soutien d'Armelle, l'air marin me fait du bien. Les levées de soleil sont magnifiques ici. Un coup de tonnerre fit sursauter William. Cette fois, la tempête s'était rapprochée. Elle ne devait être qu'à quelques kilomètres. Elle serait là demain. Manoir Clogwyn, 12 octobre 1946. Raideur, toujours, et illisible. Maintenant, sûr, c'est elle. Je ne bois plus, tant pis, je n'en ai pas besoin. La pierre compense. Armelle va finir par m'avoir. Quand je me promène, je la vois, elle me regarde depuis la tour. Les anciens m'aident, je l'aime toujours. J'ai mis le carillon sur le porche, Sai me l'a conseillé. Quand la pierre prendra trop, mettez un carillon. Manoir Clogwyn, 27 décembre 1946. Et cachez les journaux. Armelle ne trouvera rien. J'avance. Se référer au journal numéro 4. Je terminerai.
qu'elle me tue, mais elle sera en sécurité. Et je terminerai. Tout s'arrêtait là. William feuilleta l'ouvrage. Les pages suivantes étaient vierges. Il retourna à la bibliothèque, songeant à prendre le journal numéro 4. Puis, il se ravisa. Il avait déjà assez à méditer avec ce qu'il venait de lire. Mais il ne replaça pas le panneau de bois. Il se contenta de réassortir les livres qui masquaient le faux fond. Dans la nuit, un mugissement animal tira William de son sommeil. Il était près de 2 heures du matin. Une traînée d'averses frappait les fenêtres de sa chambre, et William se rendit compte qu'il les avait laissées ouvertes. Il quitta précipitamment ses draps pour réparer son oubli. La pluie avait déjà formé une flaque sur le parquet. Alors qu'il allait fermer les battants, un détail capta son attention. En bas, quelqu'un marchait le long de la côte. Il crut d'abord que c'était une femme vêtue de blanc. Puis, il comprit que ce n'était pas une étoffe. La femme était nue. La lune, apparaissant par intermittence, jouait de ses reflets sur sa peau pâle. Elle marchait lentement sur la lande, et elle tenait quelque chose à la main, quelque chose qu'il ne sut distinguer. À sa grande honte, William ne parvint pas à détacher son regard d'elle. Il crut voir des dessins sur son dos, ses cuisses. Ses cheveux étaient d'un roux brûlant. Ils voletaient sur sa tête avec grâce, glissaient tels des tentacules sur ses épaules carrées. Le spectacle était aussi effroyable que fascinant. William se souvint des taches de rousseur de son hôtesse. Il ne sut pas combien de temps il resta ainsi à contempler cette silhouette spectrale. Les songes finirent par l'emporter. Des rêves où l'image de la femme nue était dévorée par la gueule de la falaise. Le lendemain, le photographe était fatigué. Il n'eut pas beaucoup d'appétit à l'heure du petit déjeuner. Madame Clogwin le remarqua. « Vous avez un souci, William ?» Il nia d'un mouvement de tête, forçant un sourire. « Ce sont les clichés du lever du soleil, » mentit-il. Vous savez, l'œil du Cap, ils ne sont pas à la hauteur. La châtelaine, toujours vêtue de sa robe et de sa coiffe noire, retournait des pancakes sur une poêle. Leur odeur sucrée embaumait la cuisine. « Ne vous tracassez pas, » dit-elle d'une voix rassurante. « Vous gagnerez. J'ai pu voir beaucoup de vos images.
Vous êtes doué. Et, avec votre physique, vous aurez un tas d'admiratrices. » William sentit son cœur s'alléger quelque peu. Mais la confusion dans laquelle se trouvait son esprit depuis le matin ne s'atténua pas pour autant. Il se décida à en parler. Après tout, au pire, il allait passer pour un doux illuminé. Et au vu de ce que Madame Clogwyn lui avait raconté de feu son mari, les doux illuminés, elle connaissait. « Excusez-moi, madame, mais j'ai vécu une nuit étrange. Je pense avoir rêvé. » »« Racontez-moi. » Il lui raconta alors sa vision nocturne. Madame Clogwyn l'écouta avec attention. Quand il eut fini, elle posa son assiette devant lui. Le caramel liquide coulait en ruisseau le long de la pile de pancakes. « C'est un beau rêve », finit par dire la châtelaine. « J'imagine quelque chose de très graphique. » Ça l'était. « Puis-je vous poser une question ? » ?»« Je vous écoute. » William prit sa fourchette et joua timidement avec. Il chercha longuement ses mots, mais rien ne lui sembla opportun. Il dut bien se lancer. « Vos cheveux sont-ils roux ? » Un silence gêné suivit. Puis Madame Clogwyn lâcha un rire clair. William trouva délicieux le son de ce rire. « Est-ce que je me balade de nuit le long de la mer, nu, sous la pluie ?» Le photographe ne put réprimer un rire à son tour. « Oh Seigneur, elle avait raison, ce qu'il pouvait être ridicule. »« Je suis navré, » bredouilla-t-il. « Profondément navré, madame. Je ne voulais pas vous blesser. Vous faites tellement pour moi. Cessez de bavasser, mon garçon. Mangez, ça va refroidir. » Il s'exécuta. L'appétit ne lui était pas revenu, mais il allait en avoir besoin. Il avait du travail ce matin-là. Il devait aller au village voisin car il avait utilisé toutes ses pellicules. Pour la première fois depuis son arrivée ici, il se demanda, l'espace d'un instant, s'il allait revenir au manoir ensuite. Il s'efforça de chasser cette pensée, comme on disperse une nuée d'insectes noirs. Le soir, avant de se coucher, William voulut parcourir un autre des journaux d'Howard Clogwyn. Plus particulièrement, il pensait que le fameux carnet numéro 4 l'aiderait à éclaircir les mystères de cet endroit. Mais en se penchant sur la bibliothèque, il se rendit compte que le faux fond avait été remis en place. Et le recueil de cartes marines reposait sur l'étagère. L'avait-il fait lui-même ? C'était possible, mais il fut incapable de s'en souvenir avec certitude. Et il eut trop peur pour tenter de rouvrir la cache. Il fit les 100 pas durant 10 bonnes minutes, fébrile, puis se décida à aller au lit.
Les plaintes incessantes de la bise nocturne ne l'apaisèrent pas. Vers 2 heures, il entendit des pas approcher de sa porte. Il ferma alors étroitement les yeux et s'obligea à adopter la respiration tranquille du dormeur. La porte s'ouvrit en douceur. Il ne fermait jamais à clé. Les pas évitaient avec virtuosité les lattes de parquet grinçantes. Il venait désormais vers le lit. Calmer son souffle devint de plus en plus difficile pour William. Que faisait-elle ici, à cette heure? La pression d'une main se fit sentir sur les draps, à quelques centimètres de son épaule. Il ne dut son calme qu'à la tétanie dans laquelle la peur l'avait plongé. Cette peur était telle que même s'il avait voulu avoir un aperçu de ce qui se passait, son corps ne l'aurait pas laissé lever les paupières. La main remonta telle une araignée lente, semblant chercher quelque chose. Elle le trouva enfin. C'était le cou du jeune homme. William sentit 2 doigts froids presser le creux de sa gorge. Il entendit son propre cœur lui battre aux oreilles. Une goutte de sueur glaciale roula sur sa tempe. Et il pria à toutes les puissances pour qu'elle ne s'en rende pas compte. Le contact disparut aussi vite qu'il s'était créé. Le poids étranger quitta le lit. On resserra quelque peu les couvertures autour de lui. William comprit alors, dans l'étourdissement le plus total, que Madame Clogwin était en train de le border comme un enfant. Elle s'éloigna et referma discrètement derrière elle, laissant la chambre à ses ténèbres vides. William ouvrit grand les yeux. Il ne les referma pas de la nuit. Ils prirent le petit déjeuner sur le perron. On avait prévenu William que le climat était changeant dans cette région. Il ne pouvait que s'en rendre compte. Le soleil striait les nuages de raies nettes. Une petite brise obligeait à se couvrir, mais caressait agréablement les joues. Sur la petite table, entre le fauteuil et le canapé suspendu, les confitures avaient été disposées dans des coupelles en porcelaine. Le pain frais n'attendait que d'être tartiné. Pourtant, le photographe ne put rien avaler. Quelque chose coinçait, comme si 2 doigts appuyaient encore sur sa gorge.
William. Je vais finir par croire que vous êtes malade. Voulez-vous que j'appelle un médecin ? Non, non, marmonna-t-il. Madame Clogwin resta un instant silencieuse. Elle reprit d'une voix complètement blanche. « C'est notre discussion de la dernière fois ?» William lutta pour ne pas porter la main à son cou. Il avait la sensation que son col était trop serré. Il finit par se dire que mentir ne l'aiderait pas. La nuit qu'il venait de vivre était probablement un avertissement. « J'ai lu les journaux de votre mari, lâcha-t-il. Enfin, un journal. »« Je sais. » Madame Clogwin prit un peu de confiture. Sa cuillère tinta au fond de la coupelle. Elle ne regardait pas son pensionnaire. Ce dernier en déduisit qu'il devait continuer. « Et je n'aurais pas dû. Ma curiosité, j'en ai honte. »« Il n'y a pas de quoi avoir honte, mon garçon. » La châtelaine prit le temps de terminer sa tartine. Elle ne parlait jamais en mangeant. William l'attendit avec un respect teinté de crainte. La curiosité est une chose saine. Elle prouve que la vie nous intéresse encore un tant soit peu. Mais c'est vous qui avez refermé le... Je n'aime pas beaucoup le désordre. C'est tout. Et je me suis dit que vous ne l'aimeriez pas non plus. Donc, j'ai rangé. N'y voyez pas de colère. Mon Howard écrivait très bien. Elle baissa le regard. Mais vous avez sans doute pu voir qu'il n'était plus lui-même sur la fin. Il m'inquiétait beaucoup et figurez-vous que je m'inquiète pour vous aussi. Vous me semblez souffrant. Votre pouls est trop rapide. Faites attention à vous, William. Vraiment. Elle avait lancé ça sur le ton de la conversation, comme si elle parlait du ciel clément et des mouettes qui ricanaient au-dessus de leur tête. Puis, elle commença aussitôt à débarrasser la table. « Comment connaissez-vous mon pouls ?» souffla William. Il ne reçut pas de réponse. Madame était déjà partie. La retraite artistique touchait à sa fin. Le photographe n'en était pas mécontent. À 2 jours de son départ pour le Massachusetts, la sortie quotidienne de William dura plus longtemps que prévu. Il avait photographié le lever de soleil, il voulait avoir son coucher. Il avança fort loin sur la lande, longeant au moins 3 croissants de falaise. Il admira la chute du jour jusqu'à sa fin, avant de songer à rentrer. Le vent le heurta de face. Des trombes d'eau suivirent. Avec la nuit,
Difficile de distinguer des nuages plus sombres que d'autres. Le jeune homme se rendit compte, horrifié et impuissant, qu'il s'était laissé surprendre. Cette nuit, la tempête s'était rapprochée pour de bon. Elle tombait sur lui. Le manoir Clogwyn n'était qu'à quelques centaines de mètres, mais jamais une distance ne lui parut si longue à parcourir. Il se plia en deux pour avancer, tel un frêle esquif défiant la houle de sa proue têtue. Mais le vent ne se rendait pas. Il le poussait en arrière, puis le tractait comme s'il voulait le jeter droit dans l'océan démonté. William ne parvint pas à s'éloigner de la côte. Il en resta dangereusement proche tout au long de son chemin. Il crut être sauvé en touchant enfin de la main les pierres blanchies du manoir. L'eau de pluie faisait reluire les créneaux. De grosses gouttes piquetaient les dentelles de pierre, comme si des millions d'aiguilles y faisaient des accrocs. Un son couvrit alors le mugissement du vent, le roulement de tambour du ciel. Le tonnerre grondait. William contourna tant bien que mal le rez-de-chaussée et atteignit le perron. Les rafales menaçaient d'arracher les lampions. Ils brillaient malgré tout. Le jeune homme eut l'impression de voir leur lumière depuis un écran ruisselant, tant la pluie était drue. Il frappa plusieurs fois au heurtoir. Personne ne lui ouvrit. Il ne trouva pas cela étonnant. Peut-être que Madame Clogwyn ne l'avait pas entendu. Ou, plus probable, que lui ne l'entendait pas approcher. Il serait resté longtemps à attendre, si l'ouragan ne s'en était pas encore mêlé. Un sifflement strident lui vrilla les tympans et avec une force qui faillit le mettre à terre, le vent emporta son sac de cuir. Le vacarme des éléments couvrit le cri désespéré de William. Il se releva, trébucha 2 fois, se rétablit comme il put et se précipita à la suite de son trésor. Il en lâcha son trépied, qui n'était pas si important que ça. Robert avait raison quelque part. Il pourrait trouver une table. Mais il n'était rien sans ses appareils. Sa course-poursuite effrénée le mena droit vers le cap voisin, à l'endroit où il avait vu un si beau lever de soleil, où il avait expérimenté une sérénité totale. Ce jour-là lui paraissait appartenir au monde des rêves. À moins que le rêve ne fût ce qu'il était en train de vivre, un sombre cauchemar. Quelque part, il n'y avait pas d'autre explication à un changement si brusque. Comment ces lieux féeriques avaient-ils pu soudain se muer en un purgatoire sauvage ? L'eau charriée par le vent l'aveuglait, l'odeur d'iode lui saturait les narines. Il avait perdu de vue son précieux sac. Sans rendre compte, l'acheva. Il glissa dans la boue et chuta misérablement. Un grondement ébranla la lande. Il fit trembler William jusqu'aux os. Il s'appuya sur ses coudes, l'estomac noué par l'angoisse. Que pouvait-il y avoir de pire ? Ça, se dit-il en redressant la tête. La tempête avait enfanté une vague. C'était une vague si immense qu'il était impossible d'en voir les extrémités. On aurait dit un véritable mur d'eau qui ne cessait de monter. Tétanisé, William renonça à fuir. Où pouvait-il se cacher de toute manière ? Il essaya de se relever pour au moins finir debout, mais ses genoux s'étaient embourbés. Tant pis, ce n'était pas la plus banale des morts. Son cœur poétique trouva même un certain romantisme dans une telle fin. La vague amorçait son atterrissage sur les côtes, irrépressiblement attirée par la bouche de granit rose. C'est la falaise. Elle inspire, puis expire.
un cri étrange, presque un ululement, balaya la cacophonie de la tempête. Yare! C'était un borborigme, un son dont le sens lui échappait totalement. En tout cas, cela ne ressemblait pas à un mot. Il se tourna et vit une silhouette courir vers lui. Jamais de sa vie, il n'avait vu de créature aussi irréelle. La femme était nue, comme à la naissance. Les taches de sang parsemaient toute sa peau, comme des étoiles rousses, sur une plaine lactée. Mais surtout, son corps portait des dizaines de dessins. Au creux de son omoplate, un monstre marin au nez tordu ouvrait son œil unique. Un éclair tomba, et William put voir que l'œil était doré, et qu'autour du visage carré de Madame Clogwyn, telle l'auréole d'une folle de Dieu, se déployait une formidable chevelure rousse. C'était de cela qu'elle avait l'air, d'une folle. Et assurément elle l'était. Elle courait dans la boue avec une agilité démoniaque. William comprit qu'il avait eu raison de douter. Il réalisa que ce n'était pas le pauvre Howard qui avait perdu la tête, mais bien son épouse, et qu'il avait payé cher sa tolérance. Maintenant qu'il savait, c'était lui qu'elle allait faire disparaître. Mais tout cela, il le pensa avant que Madame n'arrivât à sa hauteur. Elle était dans un autre monde. Elle ne le voyait même pas. Une lumière dérangée teintait son regard vert. Elle ne fixait que la vague. Campant ses talons dans la bruyère imbibée d'eau, elle brandit soudain ce qu'elle portait. William reconnut le carillon, le fameux carillon qui se balançait à l'entrée du manoir. Le carillon de protection. Yare! Aïe! Ftagan! Ainsi parla Armel Clogwyn, seul face à une vague de la taille d'un immeuble. William ne faisait plus la différence entre le cap Cyclope et cette falaise d'eau. La fièvre saisit son pauvre cœur. Il sombra dans la conscience. Et le dernier bruit qu'il entendit fut celui des grelots du carillon. Rouillé pourtant, il sonnait comme 1000 cloches d'église. Un matin paisible se levait sur le manoir Clogwyn. La maîtresse des lieux sortit sur le perron, une tasse de café dans les mains. Elle suivit du regard le taxi qui remontait l'allée. Robert émergea de la vieille Ford, une enveloppe dans les mains. Il l'agita en s'approchant de l'entrée. « Regardez de qui je vous amène des nouvelles !» s'exclama-t-il. Madame Clogwyn esquissa un sourire. Le conducteur de taxi était le seul à lui amener encore son courrier, et ce depuis des années. Le facteur n'osait plus venir,
comme tous les autres du village voisin. Cela, William l'ignorait quand il était venu séjourner chez elle. Cela faisait 3 mois qu'il était rentré au Massachusetts. Il lui manquait un peu. Elle s'assit dans le canapé suspendu et ouvrit soigneusement l'enveloppe. Il y avait un cliché unique, celui d'une femme minuscule qui déambulait sur la côte, nue. Elle reconnut le point de vue. William l'avait prise depuis les fenêtres de la tour. Une note accompagnait l'image. Premier prix, grâce à vous. J'ai obtenu un financement. Merci. Et à bientôt. Alors, s'enquit Robert. Il a gagné ? Génial. Et sans trépied, j'en suis sûr. Entrerez-vous boire un café pour fêter ça, Robert ? C'est que je suis pressé. Il est encore tôt et... Madame retint à rire. Elle laissa le conducteur s'embrouiller dans ses explications et regagner sa voiture. Le vrombissement du moteur s'éloigna. Le soleil se levait. Non loin de là, l'œil unique du Cap s'ouvrit, fixant le manoir de son regard vigilant. Armel Clogwin tourna la tête dans sa direction. « Mon Howard, murmura-t-elle, tu es toujours si jaloux. » Et voilà, une fin d'histoire.